Bonjour, dans cette présentation, on parlera de la mécanique des fluides dans laquelle on traitera la statique des fluides. Donc, on va voir la procédure d'Archimède de pression exercée par les fluides et la transmission de pression. Et deuxièmement, la dynamique des fluides dans laquelle on va voir les débits volumiques massés, équation de continuité et de Bernoulli. Donc, la mécanique des fluides est une science qui s'intéresse au comportement des fluides au repos et en mouvement et des forces internes associées, c'est-à-dire on s'intéresse aux forces qui sont aux forces intermoléculaires et aux forces à la pression au sein de fluides. Donc un fluide est un milieu matériel continu déformable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme qui est propre à lui-même, mais dans la plupart des cas, il prend la forme de récipient qui le contient, sans rigidité, donc il peut s'écouler facilement. Donc à l'inverse des solides qui ont des formes qui est plus cohérente et il a une forme bien déterminée. Donc parmi les fluides, on fait souvent la distinction entre les liquides et les gaz. Donc on a le solide, il a une forme qui est propre à lui-même. Et le fluide, il y a deux sortes. Il y a les liquides et les gaz. Les liquides elles sont incompressibles, c'est-à-dire que lorsqu'on applique une différence de pression, il n'y a pas de variation de volume. Alors pour le cas des gaz, lorsqu'on applique une pression qui est importante, le volume diminue. Même lorsqu'on diminue la pression, il y a augmentation de volume. Donc on dit que le gaz il est compressible, alors pour le cas des liquides, ils sont incompressibles. On dit que le fluide est parfait lorsque le fluide n'est pas visqueux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de charge, donc pas de frottement ni de fluide sur la paroi, ni de fluide sur le même. C'est-à-dire on suppose que le fluide se forme d'un nombre de couches, donc il n'y a pas de frottement entre les couches de fluide, et de même il n'y a pas de frottement entre la couche adjacente à la paroi avec la paroi. Donc il n'y a pas de frottement entre ces couches-là qui sont proches des parois avec les parois. Donc il n'y a pas de perte de charge à cause des frottements entre les couches de fluide et les couches de fluide avec les parois. Donc les forces élémentaires interfluides sont normales aux éléments de surface entourant une portion de fluide. Donc puisqu'il n'y a pas de frottement, donc les forces elles sont toujours perpendiculaires. Donc il n'y a pas de forces qui sont tangentielles qui diminuent la vitesse. Par exemple, il y a déplacement dans ce sens-là, il n'y a pas de frottement, de force de frottement visqueux qui diminue la vitesse de déplacement de fluide. Donc, cette description-là, elle concerne le fluide parfait, donc il n'y a pas de perte de charge. Alors pour cette description-là, elle concerne le fluide réel, où il y a perte de charge aux forces tangentielles à la viscosité. La masse volumique est définie par le rapport de la masse sur le volume. Elle est donnée en kg par mètre cube. Il y a une différence entre les masses volumiques des fluides et des liquides et de même des gaz. Pour les gaz, ils sont très faibles si on les compare avec les liquides. Et de même, dans le liquide, il y a des liquides qui ont des masses volumiques qui sont importantes. Donc, l'eau pur, il a une masse volumique de l'ordre de 1000 kg par mètre cube. Si on le compare avec le mercure, c'est de l'ordre de 13 000. Alors, pour le cas de l'air, c'est 1,2. Donc, la densité d'un liquide ou d'un solide est définie comme le rapport de masse volumique de ce corps-là à la masse volumique de l'eau. Alors, pour celle des gaz, il est défini comme le rapport de la masse volumique de ce gaz à la masse volumique de l'air. Donc on va voir des exemples
pour le cas de mercure par exemple, donc sa densité c'est la masse volumique de mercure sur la masse volumique de l'eau. Donc il est de l'ordre de 13,6. Alors que celle de butane, c'est la masse volumique de butane sur la masse volumique de l'air, donc 1,55. Donc maintenant on va voir la force pressante, la pression. Donc on va voir une expérience. Dans ce cas-là, on a deux récipients de même volume et ayant à l'intérieur un liquide, un fluide quelconque. Si on prend par exemple dans ce cas le gaz, par exemple à une pression, à même pression. Dans le premier cas, la surface de contact elle est très importante avec ce corps-là, piston par exemple, est très grande si on la compare avec la surface de contact de piston avec le fluide dans le deuxième cas. Donc on observe que la force dans le deuxième cas est très importante qui est appliquée par le fluide sur le piston, alors pour ce cas-là, la force est moindre que celle-là. Donc une force pressante est une force répartie sur une surface. Dans ce cas-là, la force elle est répartie sur toute la surface, mais on la modélise par une seule force qui est au centre de la surface pressante, qui est normale à la surface qui est pressée. Donc un fluide exerce les forces pressantes sur toute la surface en contact avec lui, appelée surface pressée. Donc cette surface-là, S1, c'est la surface qui est pressée, sur laquelle elle est exercée cette force F1 et F2. La droite action de force pressante est perpendiculaire à la surface pressée. Donc F1 elle est perpendiculaire à cette surface-là, à la surface S1. Et de même pour F2, elle est perpendiculaire à S2. Donc pour le calcul de la pression, soit F une force, comme le cas F1 et F2, une force s'exerçant uniformément sur la surface plane et perpendiculaire à cette surface, et S la surface sur laquelle agit la force F. Donc par définition, la pression est égale au quotient ou au rapport de la force, de la valeur de la force pressante sur la surface qui est l'air S de la surface qui est pressée. Donc mathématiquement, P est égal à F sur S, force sur la surface, avec F, elle est en newton, S en mètre carré, et l'unité de la pression dans le système international, c'est le pascal noté PA. Donc un pascal est équivalent à la force d'un newton sur la surface d'un mètre carré. Donc il y a d'autres unités qui sont utilisées dans la vie quotidienne, le bar et l'atmosphère. Donc, un bar est égal à 10 à la puissance 5 pascal et une atmosphère est égal à 1,01325 10 à la puissance 5 pascal. Donc, presque une atmosphère est égal à un bar. Donc, une atmosphère, c'est la pression qui est appliquée par l'atmosphère. La pression d'un point d'un fluide, la pression est la même en tout point d'un plan horizontal. Si on prend un plan horizontal dans un liquide, donc si on a un récipient, donc si on prend une ligne qui est horizontale, donc la pression à ce point-là sera la même à ce point-là. Donc dans une ligne qui est horizontale, la pression qui est appliquée est puisqu'il y a une uniformité de la pression dans le liquide, donc la pression qui est appliquée dans le plan horizontal reste la même. Donc elle est facilement on peut la démontrer facilement. Donc il n'existe qu'une seule pression en un point donné d'un liquide. Donc il y a homogénéité dans le liquide, donc il y a la pression qui est distribuée d'une manière qui est uniforme. Dans le cas des
des fluides qui sont supposés parfaits. Donc la pression d'un point d'un liquide dépend de la profondeur et de la masse volumique. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce qui suit. Maintenant, on va voir une application sur la figure ci-contre. Le doigt exerce sur la punaise une force de 15 newtons. Donc la force qui est appliquée sur la punaise est de l'ordre de 15 newtons. L'aire de la tête, donc surface de cette tête-là, c'est 300 mm². Et celle de la pointe, c'est 0,5 mm². Donc la question 1, calcule la pression exercée par le doigt sur la tête de la punaise. Donc la pression qui est appliquée sur ce côté-là. Donc par définition, la pression c'est la force sur la surface. Donc le poids appliqué par le doigt sur la tête de la punaise, donc il y a la force sur la surface de la tête de la punaise. La force appliquée c'est 15 newtons, la surface de la punaise c'est 300 mm². On va la transformer en unité de système international, c'est le mètre carré. Donc 3×10 à la puissance moins 4. Si on fait l'application numérique, on aura la pression appliquée par le doigt sur la tête de la punaise, c'est 5 × 10 à la puissance 4 pascal, donc 0,5 bar. La deuxième question, quelle est la pression de la pointe de la punaise sur le mur? Donc la force appliquée reste la même sur toute la punaise. Donc il n'y a pas de déformation de la punaise, donc la force appliquée sur la tête sera la même sur la pointe. Donc la pression de la pointe, c'est la force sur la surface de la pointe. Avec la surface de la pointe, c'est 0,5 mm², donc c'est 5×10 à la puissance moins 7 m². Donc si on fait l'application numérique, on aura 3×10 à la puissance 7 pascal, qui est de l'ordre de 300 bar. Donc la punaise, c'est un transformateur important de la pression. Elle transforme 0,5 bar, qui est appliqué par le doigt sur la tête, en 300 bars à la pointe sur le mur. Donc une petite pression sur une large surface, qui est la tête, côté de doigt, est transformée une force constante en une grande pression sur une petite surface qui est la pointe qui est aux côtés de mur. Donc pour la poussée d'Archimède, son énoncé c'est tout corps immergé dans un fluide. Dans ce cas-là, si on prend un exemple, c'est le ballon qui était immergé dans un liquide quelconque, reçoit de la part de ce fluide une poussée verticale qui est dirigée dans le sens inverse. Donc une force qui est appliquée dans ce sens-là, de bas en haut, opposé au poids. Donc c'est le poids de ce ballon-là, elle est dirigée dans ce sens-là. Alors la force de la poussée d'Archimède, elle est dans le sens opposé. Donc elle est égale au poids de volume de fluide qui est déplacé. Donc on suppose que ce ballon-là, il est totalement immergé. Donc la force ou la poussée d'Archimède, c'est la masse de volume qui est déplacée. C'est par exemple le niveau de ce récipient-là, il est là. Lorsqu'on émerge ce ballon-là, il se déplace avec ce déplacement-là. Donc la force ou la poussée d'Archimède, elle est égale au poids de ce quantité d'eau qui est déplacée. Donc mathématiquement, la poussée d'Archimède est égale à la masse volumique de liquide fois l'intensité de pesanteur fois le volume de fluide qui est déplacé. Donc ce volume-là qui est déplacé. Si on suppose que cette quantité qui est déplacée, donc ce volume-là, son poids, c'est la poussée d'Archimède. Application, calculer le pourcentage de volume d'un volume immergé d'un iceberg. C'est une montagne
glacieuse dans l'eau de la mer. Avec l'eau de la mer, elle a une masse volumique de 1025 kg par mètre cube. Et la masse volumique de l'iceberg, elle est de l'ordre de 917 kg par mètre cube. Donc, on va appliquer la première loi de Newton, l'iceberg est en équilibre, donc la somme des forces qui sont appliquées sur l'iceberg est égale au vecteur nul. Les forces qui sont appliquées sont la poussée d'Archimède et le poids de l'iceberg. Donc, la poussée d'Archimède, elle est calculée par la masse volumique de l'eau de la mer fois le volume qui est déplacé par l'iceberg, par la quantité ou le volume de l'iceberg qui est immergé à l'intérieur de l'eau de mer, fois l'intensité de pesanteur. Le poids, donc, il concerne l'iceberg, c'est la masse volumique de l'iceberg fois le volume de l'iceberg fois l'intensité de pesanteur. Donc, la somme des forces est égale à vecteur nul, donc ils sont de sens opposé, ces deux forces-là. Le poids est dans le sens descendant des Z, alors que la poussée d'Archimède est dans le sens positif des Z. Donc on aura la masse volumique de l'eau de la mer fois le volume immergé ou déplacé par l'iceberg fois l'intensité de pesanteur est égale au poids, donc c'est la masse volumique de l'iceberg fois le volume total de l'iceberg fois l'intensité de pesanteur. Donc on trouve le rapport, le volume qui est déplacé ou immergé de l'iceberg, donc le volume déplacé de l'eau de la mer ou le volume immergé de l'iceberg. Donc c'est la même chose. Sur le volume total de l'iceberg est égal à la masse volumique de l'iceberg sur la masse volumique de l'eau de mer. On trouve qu'elle est égale à 89,5%. Donc 89,5% de l'iceberg est émergé à l'intérieur de l'eau de mer. Donc il reste seulement non émergé 10,5% de l'iceberg. L'énoncé de le principe fondamental de l'hydrostatique stipule que dans un liquide en équilibre de masse volumique uniforme, la différence des pressions entre deux points est égale au poids de la colonne de liquide ayant pour section l'unité de surface pour hauteur la différence de niveau des deux points. Donc la différence de pression entre deux points quelconques est équivalent au poids de liquide entre ces deux points-là. Donc on prend par exemple deux points A et B. Donc la différence de pression entre A et B, B moins PA, est égale au poids de liquide qui se trouve entre ces deux points-là. Donc est égal à ρ fois G fois H. Donc c'est la masse volumique des liquides fois l'intensité de pesanteur fois la hauteur ou la différence d'altitude entre ces deux points-là. Donc c'est H entre A et B. Donc si on veut démontrer cette relation-là, donc entre deux points quelconques, 1 et 2, on prend par exemple un petit volume d'eau ou de liquide en général à l'intérieur de ces récipients-là. Donc entre la hauteur Z1 et Z2, donc les forces qui sont appliquées sur ces quantités-là sont au nombre de 3. Donc il y a la force F1 qui est appliquée par le liquide de dessus et F2 qui est appliquée par le liquide de dessous et le poids de ce volume-là. Donc le poids est égal à M fois G, la masse de ce volume-là de liquide, fois l'intensité de pesanteur, donc c'est ρ fois V fois G. Le volume là, c'est la section, cette section là
de ce volume qui est prêt, fois la différence d'altitude de hauteur Z1, Z2. Donc, V est égal à Z1 moins Z2 fois S. Donc, c'est H fois la section S. La force de pression qui est calculée au-dessus, F1, c'est la pression à ce point-là, fois la section. Puisque la force, c'est la pression qui est normale appliquée sur la surface normale. Donc S, dans ce cas-là, la surface normale, P1 fois S. La force de pression qui est appliquée au-dessous, c'est F2, est égale à P2, la pression P, à ce point-là, c'est P2, fois la section S. Donc, les forces F1, elle est dans le sens opposé au négatif des Z, F2 dans le sens positif des Z, et de même le poids, elle est dans le sens descendant des Z. Donc, on aura F1 négatif et le poids négatif, alors que F2 sera positif si on fait la projection sur l'axe des Z. Donc, on aura P2 fois S moins P1 fois S moins ρg fois Z1 moins Z2 fois S. Si on divise par la section, on trouve que P2 moins P1 sera égal à ρ fois G fois la différence Z1 moins Z2. Donc, c'est ρg GH. Donc, si on veut calculer la différence de pression sur un plan horizontal, comme énoncé auparavant. Donc, sur un plan horizontal, Z1 sera égal à Z2. Donc, sur le même plan horizontal. Donc, on aura G fois Z1 moins Z1, c'est 0. Donc, P2 moins P1 sera égal à 0. Donc, dans un plan horizontal, la pression est la même, est constante. Donc, elle est déjà énoncée auparavant. Donc, sur un plan horizontal, la pression est la même. Alors, dans le cas de différence de hauteur, la différence de pression est égale à la masse volumique de liquide entre ces deux points-là, fois l'intensité de pesanteur, fois la différence H. QCM, la pression au fond d'un verre rempli d'eau, le fond par exemple de ce verre-là, avec la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube, et la pression P. Donc c'est P. Au fond, c'est P. Donc P. L'eau est versée et le verre est rempli d'alcool. Donc elle est dans le premier cas rempli par l'eau, puis on l'a versée et on l'a rempli de nouveau avec d'alcool d'éthylène. Avec la masse volumique de l'alcool d'éthylène, c'est 800 kg par mètre cube. Donc, par définition, la pression au fond est égale à la pression atmosphérique, puisqu'il est ouvert à l'air libre, donc P atmosphérique, plus la différence, cette différence-là. Donc, ρ de l'eau, dans le premier cas, fois G, fois H. Donc, on verse de l'eau et on la remplit avec de l'alcool, avec une différence de masse volumique. Donc, quelle est la pression au fond de verre dans ce cas-là? Dans le cas où on le remplit avec de l'alcool d'éthylène. A inférieur à P, B égale à P, supérieur à P, indéterminé. Donc, la différence entre les deux, dans le premier cas, entre le premier cas et le deuxième cas, donc, il y a P atmosphérique reste la même, la hauteur de la colonne reste la même, l'intensité de pesanteur reste la même, donc la différence c'est dans G. Donc celui qui a ρ, la masse volumique importante, sera plus grand. Donc dans le premier cas, l'eau il a une masse volumique de 1000 kg par mètre cube, il a une pression P. Dans le premier cas, on cherche la nouvelle pression
Donc c'est P atmosphérique plus ρ de l'alcool de l'éthyle fois GH. Donc cette pression-là, la nouvelle pression, puisque la masse volumique de l'alcool de l'éthyle est inférieure, sera inférieure à la pression dans le premier cas, donc inférieure à P. Donc la bonne réponse c'est A. Application, calcule la différence de pression entre ces deux points situés dans l'eau qui sont à 10 mètres l'un au-dessus de l'autre, donc entre A et B 10 mètres, avec la masse volumique de l'eau c'est 1000 kg par mètre cube et G est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc par définition, à partir du principe fondamental de l'hydrostatique, donc PB moins PA est égal à rho GH, est égal à 10 à la puissance 5 pascal. Donc si le point est situé à la surface de liquide, donc la pression A est égale à P atmosphérique est égale à 10 à la puissance presque 10 à la puissance pascal, 5 pascal. Donc on aura PA est égal à 10 à la puissance 5 plus 10 à la puissance 5, donc 2 fois 10 à la puissance 5 pascal, donc 2 fois la pression atmosphérique. Pour la transmission de pression dans un liquide, donc toute variation de pression, si on prend cet exemple-là, toute variation de pression en un point de liquide contenu dans ce récipient par exemple, s'accompagne d'une égale variation de pression en tout point de liquide. Donc pour le cas des liquides, à la différence des gaz, pour le cas des gaz, c'est on applique une pression, donc les gaz sont comprimés, et dans ce cas-là, il n'y a pas de transmission de pression à travers le gaz. Alors pour le cas des liquides, ils sont incompressibles, alors il n'y a pas de variation de volume de liquide à cause de l'application d'une pression quelconque. Donc cette pression qui s'applique en un point quelconque, elle est transmise vers dans tout point de liquide. Par exemple, dans ce cas-là, donc il y a application de force sur ce piston-là, donc il y a une pression sur ce piston qui s'accompagne d'un déplacement de delta X, et cette pression elle est transmise vers le deuxième piston qui se déplace de delta x2, donc il y a application de force F2 sur ce piston-là. Donc à cause de la même variation de pression sur les deux côtés, une faible force F1 qui est appliquée sur le piston de gauche produit une force importante F2 à droite sur le deuxième piston. Donc mathématiquement, il y a la même variation de pression dans les deux côtés, delta P1 est égal à delta P2. Donc par définition, P est égal à la force sur la section, la surface de ce piston-là, F1 sur S1 est égal à F2 sur S2, la surface du deuxième piston. Donc il y a plusieurs applications pratiques de ce type de système de transmission de pression dans les liquides. Système par exemple de freinage des voitures, les ponts des ateliers de réparation, les crics. Donc on va voir une application d'un cric qui possède un piston de 8 mm. Donc le petit piston il a un diamètre de 8 mm. Le second piston qui a la grande section, il a 32 mm de diamètre. Calcule la valeur plutôt de la force exercée sur le second piston. C'est la valeur de force exercée sur le premier et 80 newtons. Donc on va calculer la force F2. Donc on sait, on a S1 et S2, on a la force F1, on va calculer F2. Donc on a F2 directement est égal à F1 sur S1 fois S2, donc c'est S2 sur S1 fois F1, puisque les sections de ces pistons-là sont forme des disques, donc c'est PR au carré le rayon de disque, donc c'est le diamètre sur 2 à la puissance 2, donc c'est PD au carré, le diamètre au carré sur 4.
Donc on aura finalement c'est le rapport des diamètres au carré fois la force F1. On trouve par application numérique que la force F2 est égale à 1280 newtons. Donc il y a une large variation de force. Donc il y a augmentation de la force de 80 newtons jusqu'à 1280 newtons. Donc il y a une force qui est très faible qui est appliquée et on reçoit une force importante dans le second piston. Dans la dynamique des fluides, on va voir quelques définitions. On va pour les lignes de courant. Donc les lignes de courant sont les trajectoires qui sont suivies par les molécules d'un fluide qui est en mouvement. On parle du tube de courant. Donc c'est le tube qui contient tout le liquide en mouvement. On parle de filet de courant, c'est la trajectoire ou la section de surface qui est en mouvement, qui contient un nombre de particules qui ont la même vitesse, qui sont en mouvement dans ce liquide. Donc on dit que l'écoulement est permanent, c'est les lignes de courant, ces lignes ne varient pas au cours de temps. Donc il n'y a pas de dépendance avec le temps de ces lignes de courant. Donc c'est par exemple la vitesse. Cette vitesse-là ne dépend pas des lignes de courant, ne dépend pas de temps. De même, en un point de fluide, toutes les molécules passent avec la même vitesse. Donc si on prend par exemple cette section-là, toutes les molécules passent avec la même vitesse. Et de même, si on prend par exemple toutes ces molécules-là, de même passent par la deuxième section avec la même vitesse. Dans un écoulement parfait, on considère que toutes les molécules traversent une même section, qui traversent la même section ont la même vitesse. C'est-à-dire que toutes les molécules qui traversent cette surface-là ont une vitesse qui est la même pour toutes les molécules. Le débit volumique, il est défini comme le volume de fluide par unité de temps qui traverse une section. Si on prend par exemple ce tube-là, donc cette section-là, elle est parcourue par un fluide quelconque. Donc la quantité ou le volume qui traverse cette section-là par unité de temps, appelé le débit volumique. Donc il est donné en mètres cubes par seconde. Donc est égal à le volume V. Donc on va différencier entre la vitesse et le volume. La vitesse en minuscule et le volume en majuscule. Donc le volume par unité de temps, puisque le volume est égal à la section fois le déplacement et dans ce tube là. Alors le déplacement c'est la vitesse fois delta t ou fois le temps. Donc si on prend ce déplacement là de ce point là jusqu'à ce point là, le déplacement d est égal à v fois t. Donc le volume c'est la section, cette section là fois d, donc c'est la section fois v fois t sur t, donc c'est la section fois la vitesse. Voilà, donc par définition le débit volumique c'est la section fois la vitesse de l'écoulement. On définit de même le débit massique qui est le rapport de la masse de liquide qui s'écoule entre ces deux points là pendant un temps t. Il est donné en kg par seconde. Donc si la masse par le temps, donc la masse est égale à ρ fois v, donc c'est ρ fois v sur t, donc c'est ρ fois cette quantité là, SV. Donc on remarque directement que à partir de la définition des débits massiques et volumiques, que le débit massique est égal à la masse volumique fois le débit volumique.
Donc, en général, on utilise dans les calculs le débit volumique. Donc, on va le noter dorénavant par Q. On va voir une application dans un tube de diamètre intérieur D est égal à 12,7 mm s'écoule à la vitesse moyenne de 1,2 m par seconde de l'huile de masse volumique de 820 kg par mètre cube. Donc, calculer le débit volumique et massique. Donc, à partir de la définition, le débit volumique est égal à la section, la surface fois la vitesse. Donc, puisque le tube il est sous forme cylindrique, ayant un diamètre de 12,7 mm, donc la surface de la base du cylindre est égale à P fois le rayon au carré, donc c'est le diamètre au carré sur 4 fois la vitesse. Donc on fait le calcul numérique, donc on va transformer 12,7 mm en mètres et on remplace, on aura le débit qui est de l'ordre de 1,7 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes par seconde. Donc on peut le transformer en litres, puisque un mètre cube est égal à 10 à la puissance 3 litres. Donc on aura 1,52 litres par seconde. Mais l'unité de litres par seconde n'est pas l'unité du système international. Le débit massique est égal à ρ fois la masse volumique fois le débit volumique. Donc on remplace, on a la masse volumique de l'huile C820. On trouve que le débit massique c'est 0,125 kg par seconde. L'équation de continuité, elle traduit la conservation de quantité de matière qui se déplace de la section 1 à la section 2. Donc, dans le cas d'un fluide incompressible qui s'écoule dans un tube dans la section qui n'est pas uniforme, donc il y a différence de section entre ces deux points-là. Donc, ils ont des sections qui sont différentes, S1 et S2. Donc, par conservation de la matière, donc la quantité de matière qui traverse cette section-là pendant un temps bien déterminé sera la même qui traverse dans le même temps cette section S2. Donc, on aura le débit volumique sera le même, Q1 sera égal à Q2. Donc, on aura V, la vitesse à ce point-là, fois la section S1 sera égale à la vitesse V2 fois la section S2. Donc, et on a par exemple, c'est une section qui est importante par rapport à S2. Donc, dans ce cas-là, on aura une vitesse qui est très faible pour avoir cette égalité-là. Donc, c'est là on a une section qui est faible, donc on doit avoir une vitesse qui est importante pour avoir conservation de la matière. Et on aura cette relation qui doit être satisfaite, qui est l'équation de continuité. Donc, vitesse V1 fois S1 sera égale à vitesse V2 fois la section S2. Application, soit un nettoyeur à haute pression, une pression de 120 bars et un débit qui est de l'ordre volumique qui est de l'ordre de 8,4 litres par minute. Question 1, quelle doit être la section S1, ce point-là, pour que la vitesse de l'eau de sortie soit de 140 mètres par seconde. Donc V1 soit égal à cette 140 mètres par seconde. Deuxième question, quelle est la vitesse de l'eau dans le tuyau 2, sachant que
sa section a un diamètre de 1,2 cm. Donc par définition, le débit volumique est égal à S1 fois V1. Donc on aura S1 est égal à Q sur V1. Donc on trouve que la section 1, donc on doit dans ce cas-là transformer le débit en unité de système international qui est le mètre cube par seconde. Donc 1 litre est égal à 10 à la puissance moins 3 mètres cubes et 1 minute est égal à 60 secondes. Donc on aura 8,4 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes sur 60 secondes. Sur la vitesse 140, on trouve c'est 10 à la puissance moins 6 mètres carrés, c'est 1 mm au carré. Donc par conservation de quantité matière, donc le même débit qui passe par la section 1 sera le même qui passe par la section 2. Donc le débit volumique sera égal à S2 V2. Donc on a cette satisfaction de l'équation de continuité V1 S1 sera égal à V2 S2. Donc on aura V2 est égal à le débit, ce débit volumique sur la section S2. On a son diamètre, c'est 1,2 cm. Donc on doit le transformer en mètres. On trouve c'est 1,24 mètres par seconde. Donc la section de ce tuyau là est sous forme cylindrique. Donc c'est ça, la surface, la section est sous forme d'un disque. Donc équation de Bernoulli, donc soit un fluide parfait incompressible qui s'écoule dans une conduite non constante, donc il a des sections qui sont différentes, S1 et S2. Considérons une portion de ce fluide de masse volumique ρ et de volume V. Donc la première section S1, il est à une hauteur Z1. Donc le volume V, il a un déplacement, il y a un côté qui est la section S et le deuxième côté c'est le déplacement L1 qui est la vitesse V1 fois delta T. Donc c'est la vitesse de l'écoulement, c'est V1 dans cette section là. Dans la deuxième section c'est S2 avec une hauteur de Z2. Donc ce volume là il a un côté qui est la vitesse 2 fois delta T et le deuxième côté c'est la section S1. Donc l'équation de Bernoulli traduit la variation de la vitesse, la pression et de l'altitude Z entre les deux points 1 et 2. Donc l'énoncé de cette équation c'est 1/2 fois la masse volumique de liquide fois V1 la vitesse au carré plus la pression fois la masse volumique fois l'intensité de pesanteur fois l'altitude reste toujours constante. Donc cette quantité là dans cette section là sera la même dans cette deuxième question. Donc 1/2 la masse volumique fois la vitesse au carré plus la pression plus la masse volumique fois la pesanteur fois l'altitude reste toujours une constante. L'équation se démontre facilement, soit un système fermé continu à l'instant t entre x1 et x2, donc si on prend x dans ce sens là, et at plus delta t entre x1 plus v1 delta t, donc plus L1, et x2 plus v2 delta t, donc plus L2. Le fluide est incompressible, donc la masse delta M continue entre x1 et x1 plus v1 delta t doit être identique à la masse continue entre x2 et x2 plus v2 delta t. Donc cette quantité-là sera la même que celle-là. Donc ce que l'on
peut ramener ici la conservation de débit massique. Donc il y a conservation de quantité de matière, donc le débit massique reste constant. Donc par définition de débit massique 0S fois V sur delta T, puisque delta T reste le même, donc delta T fois V1 fois S1 ρ sera ρ S2 fois V2 fois même quantité qui est delta T. Donc toutes les forces qui s'exercent, force pressante et poids, sont conservatives. Il n'y a pas d'effet visqueux. On peut donc appliquer le théorème de conservation de l'énergie mécanique au système. Donc la variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces de pression. Donc on calcule tout d'abord la variation de l'énergie cinétique entre ces deux points-là. Donc la variation de l'énergie cinétique, c'est la variation de la masse, cette quantité delta M, la masse de cette quantité-là déplacée, sur 2 fois V2 au carré moins V1 au carré. Donc entre ces deux sections-là, donc V2 moins V1. Alors pour la variation de l'énergie potentielle, c'est la masse fois G fois la différence d'altitude, donc Z2 moins Z1. Alors pour le travail des pressions, c'est P1 S1, donc c'est la force, c'est l'intégrale de la force fois le déplacement. Donc la force ici c'est la pression fois la section fois le déplacement qui est V1 fois delta, c'est L1. Donc c'est la force fois L1, donc c'est P1 S1 pour la section 1, c'est P1 fois la section 1 fois V1 delta T, moins le travail à ce point-là, c'est P2 fois S2, donc la force fois le déplacement, c'est V2 fois delta T. Donc on aura, on remplace, donc c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle sera égale à la variation au travail de la pression, des forces de pression. Donc si on remplace delta M qui est égal à ρ fois le volume qui est déplacé, donc le volume c'est la section fois L1, donc c'est V1 delta T, delta V c'est S1 fois V1 delta T, donc puisqu'il y a conservation, donc sera égal à S2 fois V2 delta T, donc c'est la section 2 fois le L2. Donc si on remplace, donc on aura delta M0 fois delta V sur 2, V2 au carré moins VA au carré, plus delta M0 delta V fois G, Z2 moins Z1, et on remplace delta V, donc c'est S1 V1 delta T, et S2 V2 delta T, donc c'est P1 delta V moins P2 delta V. Si on divise par delta V, on aura l'équation de Bernoulli. Tube de Venturi, c'est un cas spécial dans lequel on applique l'équation de Bernoulli. Dans ce cas-là, si on prend par exemple deux sections différentes S1 et S2, avec les deux sections sont sur la même altitude Z1. Donc si on applique l'équation de Bernoulli, on aura 1 demi ρ V1 au carré plus P1 plus ρ fois G Z1. De deuxième côté, on trouve 1 demi ρ V2 au carré plus P2 plus ρ G Z1. Donc la même altitude, on va simplifier par ρ G Z1 qui est égal à ρ G Z2. On trouve cette équation-là qui est appliquée qui est l'équation de Bernoulli appliquée dans le tube de Venturi. Application, quel est le rapport des vitesses pour que S1, la section S1, sera égale à 2 fois la section S2 et la pression au point 1 sera égale à 2 fois la pression P2 à la section 2. Donc, d'après l'équation de continuité,
dans une conduite de différentes sections. Donc on a S1, V1 égale S2, V2. On trouve que V2 est égal à S1 sur S2, V1. D'après l'équation de Bernoulli dans le tube de Venturi, on a P1 plus un numéro V1 au carré est égal à P2 plus un numéro V2 au carré. Donc on aura P2 plus un numéro V2 au carré est égal à P1 plus un demi. Si on remplace V2, c'est S2 sur S1 au carré V1, V1 au carré. Donc plutôt c'est V1, donc V1 si on remplace V1 c'est S2 sur S1 fois V2. Donc on aura, c'est, on factorise par un numéro V2 au carré, c'est 1 moins cette quantité là. Donc c'est S2 sur S1 au carré est égal à P1 moins P2. Donc on trouve que V2 est égal à la racine carrée de cette quantité sur 2 fois P1 moins P2 sur ρ facteur de 1 moins S2 sur S1 au carré. Donc si on remplace, dans ce cas-là, on a S1 est égal à 2 fois S2, donc S2 sur S1 sera 1 demi. Donc 1 demi carré sur 1 sur 4, et P1 est égal à 2 P2, donc la différence sera P2, donc c'est de P2 sur ρ facteur de 1 moins 1 sur 4, donc c'est 2 fois P2 sur 3 ρ avec 2, donc c'est, on trouve c'est 4 moins 1 c'est 3 sur 4, donc c'est 1 sur 4, c'est la racine carrée de 4 c'est 2, donc on trouve 4, la racine carrée de 4 fois 2 fois P2 sur 3 ρ, avec la racine carrée de 4 c'est 2, donc c'est 2, la racine carrée de 2 fois P2 sur 3 fois ρ. Donc voilà pour le cas d'un tube de Venturi ayant une section qui est 2 fois la section de Coulomb, la section minimum, avec la pression au point A est égale à 2 fois la pression à la section qui est à la faible section. Donc dans les cas des fluides réels, dans un fluide réel, les forces de contact ont deux composantes. Une force normale, qui est dans le cas des fluides parfaits, et s'ajoute une force qui est tangentielle, qui s'oppose au mouvement du fluide. Donc et les deux à ce qu'on appelle la viscosité. Donc un fluide réel en mouvement subit en réalité des pertes d'énergie au liquide lui-même, ainsi qu'au frottement sur les parois de canalisation. Donc on va voir la définition de viscosité. Dans le cas d'un fluide parfait, la distribution de vitesse est uniforme sur la section d'un tube de courant. Donc il n'y a pas de force de frottement, donc les vitesses sont les mêmes. Alors pour le cas d'un fluide réel, il y a des frottements entre les molécules de fluide. Si on prend par exemple un fluide qui est sous forme par exemple des couches, donc il y a frottement entre les couches et frottement avec les parois, donc il y a perte de charge. Donc profil de vitesse en raison de frottement entre les couches de liquide. Donc si on prend les particules qui sont au centre, ils ont une vitesse qui est égale à cette vitesse là, et à cause des frottements avec les couches adjacentes, la vitesse des particules qui s'approchent aux parois seront de temps en temps faibles jusqu'à avoir une force qui est proche à la vitesse nulle qui est celle de parois, puisque les parois sont fixes, elles n'ont pas de vitesse. Donc les particules qui sont
adjacentes auront une vitesse qui est proche de 0. Donc par définition de cette viscosité, donc soit delta Z, la distance entre deux couches de fluide, donc si on prend par exemple ces deux couches là, ayant une variation de vitesse delta V entre ces deux couches là, la différence de vitesse entre ces deux, c'est delta V qui est de frottement. Donc la force d'interaction par frottement par unité de surface de ces couches, et F est égal à un coefficient qu'on appelle le coefficient de viscosité dynamique. Donc on l'appelle coefficient de viscosité dynamique ou tout simplement la viscosité dynamique, qui est donnée en pascal seconde ou en poids E, fois la section de ces couches-là, fois la variation de vitesse sur la variation d'altitude ou des distances entre ces deux couches. Donc par définition de viscosité, c'est le coefficient entre la force de proportionnalité entre la force et la variation de vitesse par distance entre les couches de liquide. Donc c'est ce qu'on appelle la viscosité dynamique. Donc la viscosité d'un fluide caractérise sa facilité à s'écouler, plus la viscosité est grande. Si on compare par exemple le miel, il a une viscosité de 2 à 10 pascal seconde. Et il est difficile à s'écouler si on le compare avec l'eau par exemple, qui a une viscosité de 10 à la puissance moins 3 pascal seconde. Donc plus la viscosité est grande, plus elle s'écoule difficilement. Donc on définit de même le coefficient de viscosité cinématique, ou tout simplement la viscosité cinématique, qui est égale au rapport entre la viscosité dynamique sur la masse volumique de liquide en question. Donc la viscosité, elle dépend de la température. Si on prend par exemple l'eau à 20 degrés Celsius, elle a une viscosité de l'ordre de 1 10 à la puissance moins 3, alors qu'à 100 degrés, elle est de l'ordre de 2 fois 10 à la puissance moins 3. Donc elle diminue avec l'augmentation de la température. Donc il y a plusieurs types d'écoulement qui sont possibles dans un liquide quelconque lors de son déplacement dans une conduite cylindrique. Elles sont déterminées par le nombre de Reynolds. Donc c'est un nombre sans dimension qui représente le rapport entre les forces d'inertie, donc il y a la vitesse, et les forces de viscose. Donc c'est la vitesse fois le diamètre de la section cylindrique sur la viscosité cinématique. Donc si on remplace la viscosité cinématique, qui est le rapport de la viscosité dynamique sur la masse volumique, on aura le nombre de Reynolds égale la masse volumique fois la vitesse fois le diamètre de la section sur la viscosité dynamique. Donc à partir de ce nombre-là, on distingue trois écoulements. Donc c'est le nombre de Reynolds est inférieur à 2000. Donc on dit que l'écoulement est laminaire. Dans l'écoulement laminaire, durant le mouvement de liquide à travers cette conduite-là, les filets de l'écoulement restent toujours parallèles. Alors pour le cas où le nombre de Reynolds dépasse 3000, on dit que l'écoulement est turbulent. Dans ce cas-là, les filets de l'écoulement ne sont pas toujours parallèles, mais il y a quelques filets qui ont un mouvement à l'opposé de mouvement de l'écoulement. Donc il y a un enchevêtrement des filets de l'écoulement. Alors s'il est entre 2000 et 3000, l'écoulement est intermédiaire.
On va faire une application, déterminer la nature de l'écoulement pour l'eau circulant avec un débit de 150 mètres cubes par heure dans un tuyau de diamètre de 3 cm. Donc on donne la viscosité cinématique de l'eau qui est 10 à la puissance moins 6 mètres carrés par seconde. Donc la vitesse de l'écoulement, on va calculer la vitesse. Donc pour calculer le nombre de Reynolds, on doit avoir le diamètre, la vitesse et la viscosité cinématique. Donc ce qui est inconnu dans ce cas-là, c'est la vitesse. Donc on va la calculer à partir de débit volumique, donc qui est égal à la section fois la vitesse. Donc on aura la vitesse égale à 4 fois, puisque la section elle est sous forme d'un disque, donc elle est cylindrique, d carré sur 4. On aura la vitesse 4 fois et le débit volumique sur P fois D au carré, le diamètre au carré. Le nombre de Reynolds est égal à la vitesse fois le diamètre sur la viscosité cinématique. Si on remplace la vitesse, on aura cette quantité-là. Si on fait l'application numérique, on trouve que le nombre de Reynolds c'est 1,77 fois 10 à la puissance 6. Donc le nombre de Reynolds sont unités. Donc il est supérieur à 3000. Dans ce cas-là, on dit que l'écoulement est turbulent. Une autre application, donc soit un réservoir cylindrique, il est sous forme cylindrique, il a une conduite de même qui est cylindrique. Donc ce réservoir il a un diamètre de 5 cm, il contient de glycérol qui a une viscosité dynamique de 1 pascal seconde et la masse volumique de 1,3 fois 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Le niveau de réservoir est maintenu en hauteur H, donc H, cette hauteur-là, de 10 cm et alimente une conduite circulaire de rayon 2 cm. Alors, cette conduite, c'est de 2 mm plutôt, et de longueur 5 cm. On considère le liquide comme parfait. On note alpha est égal à la section de la conduite sur la section de réservoir, le rapport des aires de conduite, la conduite à ciel de réservoir. Donc en appliquant le théorème de Bernoulli entre la surface de réservoir, surface libre, et établir l'expression latérale de la vitesse VB, V de la conduite plutôt, en fonction de G, H et alpha. Calculer le débit volumique de fluide qui se coule à travers la conduite. Quelle serait la durée T de vidange si le débit reste constant? Suppose le débit reste constant, quelle sera la durée nécessaire pour le vidange de réservoir? Finalement, déterminer le régime d'écoulement à la sortie de la conduite. Pour la question 1, donc on applique la relation de continuité entre C et S. Donc on a la section au point S fois la vitesse sera égale à la section à la sortie de la conduite fois la vitesse de l'écoulement. Donc on aura SC sur S, VS est égal à SC sur S fois VC, donc est égal à alpha fois V de la conduite. La vitesse de la surface sera égale à alpha fois la vitesse de la sortie de la conduite. On applique l'équation de Bernoulli entre la surface supérieure S et de liquide dans le réservoir et la conduite C. Donc on aura 1 demi rho Vs au carré plus PS plus rho GZS plus est égal à 1 demi rho Vc au carré plus PC plus rho GZC. Donc on a PS, il est en contact avec l'air et de même ce point-là C, il est en contact avec l'air, donc la pression sera égale à la pression atmosphérique, est égale à 1 atmosphère. ZS moins ZC est égal à H, c'est la hauteur de réservoir, et la vitesse S, elle est donnée alpha, elle est déterminée alpha fois V, la vitesse de la conduite. Alors on remplace. Dans cette équation-là, on aura 1 demi rho Vc au carré, 1 moins alpha au carré,
est égal à rho G, ZC moins ZS est égal à rho G, H. Donc on a simplifié par PS, PC, PC, puisqu'elles sont égales. Les deux pressions sont égales. Donc on trouve que V, la vitesse de la conduite, donc c'est VC, VC est égal à la racine carrée de 2 fois GH sur 1 moins alpha au carré. Donc on a alpha est égal à la section de la conduite sur la section de réservoir, donc c'est P au carré sur P carré, donc c'est la différence des rayons au carré. Donc par application numérique on aura 1,6 fois 10 à la puissance moins 3, donc elle est sans unité puisque c'est le rapport des deux rayons. On aura la vitesse à la sortie de la conduite, VC, sera égale à 1,41 mètres par seconde. Donc dans ce cas-là, la surface de réservoir est très grande par rapport à la surface de la conduite. Donc on a à partir de alpha est égal à 1,6 fois 10 à la puissance 3, elle est très inférieure à 1. Donc cette quantité-là sera négligeable par rapport à 1. Donc on peut, à partir de cette relation, déduire que VC est égal directement 2 fois G H, 2 fois G fois H. Donc est égal à la racine carrée de GH. Si on fait l'application numérique, on trouve la même vitesse, 1,41 mètres par seconde, puisque alpha elle est négligeable devant 1. Donc calculer le débit volumique Q de fluide qui s'écoule à travers l'orifice. Donc par définition, le débit volumique c'est la surface fois la vitesse. Donc si on fait l'application numérique, donc on a la section, elle est cylindrique PA carré fois la vitesse. Vitesse elle est déjà déterminée ici 1,41. On trouve c'est 1,77 fois 10 à la puissance moins 5 mètres cubes sur seconde. On fait la transformation aux unités usuelles qui ne sont pas des unités du système international, litres par minute. Donc 1 seconde c'est 1 sur 60 minutes et le mètre cube c'est 10 à la puissance 3 litres. Donc on va multiplier par 10 à la puissance 3 fois 60. On trouve c'est 1,06 litres par minute. Question 3. Quelle serait la durée de vidange si ce débit reste constant? Donc par définition le débit est égal à le volume sur le temps. Donc c'est la section de réservoir fois la hauteur H sur le temps. Donc T sera égal au débit sur... Donc T est égal à la section fois H sur le débit. Donc c'est... On remplace... Donc la section de réservoir elle est cylindrique. Voilà, la hauteur c'est 10 cm. On transforme le système aux unités internationales, c'est le mètre. On trouve c'est 44,32 secondes. Quatrièmement, déterminer le régime d'écoulement. Donc on va calculer le nombre de Reynolds. RE est égal à nombre de Reynolds, c'est la vitesse fois le diamètre de la conduite sur la viscosité cinématique. Le diamètre c'est 2 fois le rayon de la conduite. La viscosité cinématique c'est la viscosité dynamique sur ρ. Donc on trouve c'est 2 fois ρ fois VC fois R sur N. Si on fait l'application numérique, on trouve c'est 7,33. Donc elle est inférieure à 2000. Donc le régime est laminaire.